Salut les petits potes, j'espère que vous allez bien et que vous arrivez à résister à ce froid hivernal qui est malheureusement de retour. Moi en tout cas je suis contente parce que normalement avec ce temps-là vous avez un peu la flemme de sortir, vous préférez rester bien au chaud chez vous et du coup ça vous laisse un petit peu plus de temps pour regarder mes vidéos. Aujourd'hui on se retrouve pour un format un peu différent puisqu'on va parler de plusieurs histoires. En fait des fois quand je fais mes recherches je tombe sur des histoires qui sont tellement intrigantes qu'il n'y a pas vraiment de pistes qui sont avancées. Et donc du coup, ça vaut pas forcément le coup de traiter cette histoire dans un format long. Du coup, je me suis dit que j'allais vous faire un petit top 5 des histoires plutôt courtes que j'ai vu passer, mais que je trouve quand même assez intrigantes. S'il y en a une qui vous intéresse plus qu'une autre, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, comme ça j'essayerai de creuser un petit peu mes recherches pour en faire un format un petit peu plus long et vous rajouter un peu plus de détails dans cette histoire. En tout cas, pour les histoires d'aujourd'hui, vous allez voir, elles sont assez variées. On passe d'un pilote d'avion à un ancien militaire en passant par un vieil homme infirme, mais en tout cas le point commun dans tout ça, c'est que toutes les disparitions sont inexplicables. Je ne vous fais pas patienter plus longtemps, on commence directement avec la première histoire. Nous sommes le 21 octobre 1978, Frédéric Valentich, un jeune pilote australien, effectue un vol à bord de son avion Cessna. Tout le début du vol se passe très bien, mais à 19h06, alors qu'il a fait à peu près les 2/3 de son trajet, il aperçoit un objet qui passe au-dessus de lui. Il appelle directement la tour de contrôle pour savoir si un autre avion qui est censé voler dans les parages pour éviter de rentrer en collision avec lui, mais la tour de contrôle lui répond que non, il est censé être tout seul à cet endroit. Le pilote répond qu'il vient pourtant de voir un objet passer au-dessus de lui et que d'ailleurs il fait des allers-retours un peu comme s'il essayait de jouer avec lui. Les agents de la tour de contrôle lui demandent de décrire cet objet, mais Frédéric peine à le faire puisque cet objet va nettement plus vite que lui. Mais à un moment, l'objet finit par s'arrêter et se met à planer juste au-dessus de lui. Donc à ce moment-là, Frédéric l'observe et il se rend compte qu'il s'agit d'un objet assez long qui a plutôt une forme ovale, gris, métallisé et avec quelques lumières vertes. Mais il a à peine le temps de décrire cet objet qu'il se reconcentre tout de suite sur son avion à lui puisque le moteur commence à faire des bruits un peu bizarres. Il en profite pour le dire à la tour de contrôle et il leur fait part d'ailleurs qu'il n'est plus très loin de l'aéroport de King Island et que du coup il va essayer de rejoindre cet aéroport. Sauf que le message se coupe assez soudainement et la tour de contrôle n'entend plus rien d'autre qu'un long bruit métallique qui dure quelques secondes puis tout coupe. Les secondes, les minutes, les heures passent et l'avion n'arrive toujours pas à l'aéroport. Du coup, évidemment, les recherches sont lancées, on essaye de retrouver l'avion, mais malgré toutes les recherches, on ne retrouve jamais sa trace. Lorsque les personnes aux alentours vont être interrogées pour savoir ce qu'elles ont vu dans le ciel ce jour-là, plusieurs d'entre elles vont évoquer un ovni. Et au-delà de cet ovni, elles vont aussi évoquer les fameuses lumières vertes que cet objet émettait. Ce qui est intriguant dans tout ça, au-delà de l'histoire en elle-même, c'est que la région dans laquelle l'avion a disparu est connue pour regorger d'objets volants non identifiés. Même si les témoignages sont nombreux dans ce sens-là, rien ne nous permet réellement de savoir si le pilote a réellement été enlevé par des extraterrestres. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on ne va jamais retrouver la trace de son avion. Et c'est tout. Alors oui, je sais, c'est frustrant, on aimerait en savoir beaucoup plus, sauf que, comme je vous le disais au début de la vidéo, là on va parler d'histoires sur lesquelles il n'y a pas vraiment de pistes en fait. Donc à part les pistes extraterrestres et surnaturelles qui vont être évoquées, ça s'arrête un peu là. Sur celle-ci, il y a quand même 2-3 discussions supplémentaires qui laissent un peu supposer d'autres pistes. Donc si vous voulez que je les développe, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et du coup je le ferai dans une autre vidéo. Mais en tout cas, pour le moment, on passe à la seconde histoire. Nous sommes le 23 septembre 1880, David Lang, sa femme et leurs enfants sont tranquillement chez eux. On est en plein après-midi et il fait encore assez beau à cette période de l'année pour que les enfants jouent dehors, évidemment sous surveillance de leur maman. David les observe de loin et il se dit que lui aussi va essayer de profiter des derniers rayons de soleil de la journée pour aller dehors. Et il se dit donc qu'il va aller voir ses chevaux. Alors qu'il est sur le chemin pour y aller, il aperçoit de loin une voiture qui arrive dans l'allée et il s'agit d'un de ses amis et de son beau-frère. Comme toute notre petite famille est plutôt polie, les enfants arrêtent de jouer et vont saluer leur oncle et l'ami de leur père. Et David décide de faire demi-tour pour lui aussi aller dire bonjour. Mais alors qu'il est en train d'avancer vers tout le monde et qu'il en profite même pour faire un petit signe de la main pour les saluer, il disparaît. Sa femme, croyant qu'il vient de tomber dans un trou, se met à courir pour rejoindre l'endroit où il a disparu et, arrivé sur place,
il n'y a ni trace de David, ni trou, ni rien du tout. Alors toutes les personnes sur place commencent à le chercher, mais ils ne trouvent rien, pas même un indice, rien ne permet de savoir ce qui vient d'arriver à David. Évidemment, ils contactent la police, qui, à leur tour, commence les recherches. Et malgré toutes les personnes sur place, David n'est pas retrouvé. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Quelques mois plus tard, donc David n'a toujours pas été retrouvé, et les enfants sont en train de jouer dehors. À un moment donné, ils passent sur l'endroit où leur père a disparu, et ils se rendent compte qu'il y a une trace sur le sol. Cette trace, elle est jaune, elle est circulaire, et elle mesure environ 5 mètres de diamètre. Un peu comme s'il y avait eu un vaisseau extraterrestre qui était passé au-dessus de David à ce moment-là et qu'il l'avait emmené grâce à un laser. Donc la piste d'un enlèvement extraterrestre commence à arriver sur le tapis, mais évidemment, il n'y a aucune preuve de ça. Et malgré toutes les années, David Lang ne sera jamais retrouvé. Pourtant, sa fille a essayé pendant de nombreuses années, bien après le décès de sa mère. Elle a dépensé énormément d'argent dans des séances de spiritisme, mais elle n'a jamais pu retrouver son père. Elle a fini par arrêter les recherches puisque un jour, lors d'une séance de spiritisme, elle a reçu le message suivant. Ensemble maintenant pour l'éternité, après tant d'années de séparation, Dieu te bénisse. Pensant que ses parents étaient enfin réunis, elle a arrêté les recherches et David Lang n'a jamais été retrouvé. Et c'est sur ces paroles que nous passons à l'histoire numéro 3. Nous sommes en 1763 dans une petite ville d'Angleterre. Owen Parfitt, un vieil homme, se repose devant sa maison dans un fauteuil dans lequel sa sœur et un voisin l'ont aidé à s'installer. S'il a besoin d'aide pour s'installer dans son fauteuil, c'est que malheureusement aujourd'hui Owen est devenu invalide et qu'il ne peut rien faire tout seul. Il occupe donc ses journées en étant installé dans son fauteuil et en regardant les ouvriers qui travaillent juste en face de sa maison. Ce jour-là, en fin de journée, il commence à faire un petit peu froid et ils annoncent même une possible tempête, donc sa sœur décide d'aller le voir pour le rentrer et qu'il n'attrape pas froid. Sauf qu'au moment où elle arrive sur le porche de la maison, elle se rend compte que son frère n'est plus là et qu'il y a simplement son manteau qui est posé sur la coudoir du fauteuil. Affolée, sachant que son frère ne peut pas se déplacer tout seul, elle décide d'aller voir les ouvriers pour savoir s'ils ont vu quelqu'un aider son frère à se déplacer et si oui, où est-ce qu'il est. Sauf que, personne n'a rien vu. Elle demande donc aux ouvriers de l'aider à chercher son frère, mais malgré toutes les recherches, personne ne le retrouve. Et c'est à peu près tout ce qu'on sait. Donc les théories, pour le coup, elles sont nombreuses ici, mais il n'y en a aucune qui s'appuie sur quoi que ce soit, puisqu'il n'y a aucune preuve. Mais on sait que Owen, apparemment, a eu une vie assez mouvementée. Il racontait pas mal d'histoires avec des femmes, et surtout des histoires de pirates. Donc beaucoup pensent qu'il a été enlevé par des anciens pirates qui étaient à la recherche d'un trésor caché, et que peut-être Owen savait où il était. Mais la théorie qui ressort le plus souvent, c'est qu'Owen aurait été enlevé par le diable. Rien que ça. En effet, il y a pas mal de théories qui disaient qu'Owen était impliqué dans des histoires un peu louches de magie noire et que du coup, ça a peut-être mal tourné. Mais le plus étrange dans cette affaire, c'est que c'est pas la première fois qu'Owen disparaissait. Il y a déjà plusieurs années, il avait déjà disparu pendant plusieurs décennies et il était réapparu en 1760, donc 3 ans avant sa deuxième disparition du coup. Sauf que quand on lui a demandé où est-ce qu'il était pendant toutes ces années, il n'a jamais voulu répondre. Et c'est sûrement pour ces raisons et ce gros flou autour de sa disparition précédente déjà que beaucoup de personnes ont pensé qu'il avait été enlevé par des extraterrestres et que ça avait déjà été le cas à l'époque et que du coup, cette fois-ci, on ne le reverrait pas. Quoi qu'il en soit, il ne sera jamais retrouvé et on ne saura jamais ce qui lui est arrivé ce jour-là. Et c'est le moment de passer à l'avant-dernière histoire. Nous sommes en 1940, en pleine Seconde Guerre mondiale, et James Tedford doit rejoindre sa base qui est située dans le Vermont. Il y passe quelques années, et à la fin de son service, il décide de rentrer chez lui en Caroline du Nord pour retrouver sa femme. Sauf que lorsqu'il arrive sur place, il tombe sur une maison complètement abandonnée. Il décide d'aller interroger sa belle famille ainsi que leurs proches pour essayer de comprendre où est-ce que sa femme est passée, mais tous vont dire que la dernière fois qu'ils l'ont vue, elle se rendait dans un magasin et que depuis, elle a disparu. Désespéré et seul, James décide de retourner à l'endroit où se trouvait sa base pour aller s'installer là-bas et faire sa vie là-bas. Tout se passe à peu près normalement, si ce n'est qu'il n'a jamais retrouvé sa femme, et en 1949, il décide d'aller rendre visite à sa famille qui est située à Saint-Alban. Pour y aller, il décide de prendre les transports en commun et donc il s'installe dans le bus pour une durée d'environ 8 heures. Sauf que, arrivé sur place, James n'est plus dans le bus. Il a disparu.
Sa famille déclare donc sa disparition aux autorités qui décident d'ouvrir une enquête et qui commencent par interroger tous les passagers du bus. Tous vont déclarer que James était bien à l'intérieur du bus, qu'il n'est jamais descendu et que lorsqu'ils sont repartis du dernier arrêt, il était bien dans le bus. En plus, ses affaires sont encore là, donc on comprend pas vraiment où est-ce qu'il a pu se passer, et on se demande si sa disparition n'a pas un lien avec celle de sa femme qui a eu lieu quelques années avant. En tout cas, ce que personne ne comprend, c'est comment il a pu disparaître de ce bus qui était totalement bondé. Mais c'est pas tout. Le plus étrange dans cette histoire, c'est que ces deux disparitions, donc celle de James et de sa femme quelques années auparavant, ont toutes les deux eu lieu dans la même zone, celle qu'on appelle le triangle de Bennington. Et cette zone, si elle est connue, c'est parce qu'il y a un nombre incalculable de disparitions inexpliquées. C'est à se demander s'il n'y a pas des choses paranormales qui se passent dans cette zone. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que James a disparu de ce bus sans laisser aucune trace et qu'aujourd'hui, on ne sait toujours pas ce qui lui est arrivé. Et en parlant de choses étranges et potentiellement paranormales, c'est le moment de passer à la 5e histoire. Nous sommes en 1975, Martha et Jackson Wright sont en route pour New York. Alors qu'ils sont dans le tunnel de Lincoln, Jackson ne voit plus grand-chose puisqu'il y a de la condensation qui commence à se mettre sur les vitres de la voiture. Comme il ne voit plus rien, il décide de s'arrêter, il demande à Martha d'aller essuyer la vitre arrière pendant que lui s'occupe de la vitre avant. Donc ils s'arrêtent, ils descendent tous les deux de la voiture et Jackson a à peine le temps de se retourner pour parler à sa femme qu'elle a disparu. Il regarde immédiatement autour de lui, il commence à chercher dans les alentours, mais il ne trouve personne, donc il contacte directement la police pour qu'ils viennent l'aider à chercher. La police ne va pas non plus retrouver la trace de Martha, et ce qui est assez étrange, c'est qu'il n'y a aucune trace de rien. Il n'y a pas eu de bagarre potentielle entre les deux, puisqu'il n'y a aucune trace de lutte, il n'y a pas de sang, il n'y a rien. La voiture n'est pas cassée, il n'y a pas eu de bruit autour, Jackson n'a rien vu, donc ce n'est probablement pas un enlèvement non plus. Et surtout, il y a beaucoup de circulation dans ce tunnel-là, donc si juste elle s'était enfuie pour je ne sais quelle raison, quelqu'un l'aurait vu. Mais là, personne ne l'a vu, personne n'a rien vu. Et comme à peu près à chaque fois qu'il n'y a pas de piste, l'hypothèse qui va être avancée, c'est l'enlèvement extraterrestre, ou potentiellement un voyage spatio-temporel. Je sais que pour beaucoup ça va paraître peu crédible et que vous vous dites qu'il y a forcément une explication derrière ça. Je suis assez d'accord avec vous, mais quoi qu'il en soit, malgré les années et toutes les recherches, ni Martha, ni son corps n'ont été retrouvés. Et on arrive à la fin de ces 5 histoires. Je ne sais pas si vous allez apprécier ce format puisqu'on rentre beaucoup moins dans le détail que d'habitude, mais je trouvais que ces histoires étaient quand même intéressantes et j'avais envie de vous les raconter. Et comme je le disais au début, il n'y avait pas forcément assez de détails pour en faire un format long, donc j'ai trouvé ce compromis-là. Moi, ce que je trouve assez ouf dans ces histoires, c'est la facilité avec lesquelles on va vers les hypothèses extraterrestres ou paranormales. On se rend compte que les gens ne veulent pas rester avec aucune hypothèse et donc du coup quand il n'y a rien qui leur saute aux yeux, bah forcément il faut qu'ils en trouvent une, donc on dit extraterrestre ou paranormal. En tout cas, comme je vous le disais au début de la vidéo, s'il y a une des 5 histoires qui vous intéresse un petit peu plus qu'une autre, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Moi derrière j'irai chercher un petit peu plus d'informations pour essayer d'en faire un format long et comme ça on va essayer de découvrir ensemble ce qui a pu se passer réellement ce jour-là. Donc je vous laisse me dire tout ça en commentaire. N'hésitez pas non plus à me dire si vous avez aimé ce format, si vous avez envie de le revoir sur ma chaîne ou si vous voyez des améliorations à faire. Et bien sûr, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez pas louper les prochaines vidéos. Je vous souhaite une très bonne journée ou bonne soirée en fonction de quand est-ce que vous regardez la vidéo et je vous dis à très vite pour la prochaine. Ciao ciao!